Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Celtics de Boston qui sont actuellement au sommet de la conférence Est. On va parler des rumeurs de transfert autour des Bulls de Chicago et plus précisément de Zach LaVine et Alex Caruso. On terminera en parlant de Ramé Raquez Jr., le rookie du Heat de Miami qui a réussi à s'imposer dans la rotation d'Eric Spoelstra. Pour m'accompagner, c'est avec bonheur que je reçois Tom Feller, une des voix de Dunk Hebdo, un des tout meilleurs podcasts français sur la NBA. Bonjour Tom. Salut Josh, merci à toi. De rien, je suis content de t'avoir avec moi. Dunk Hebdo, c'est toujours d'actualité. Vous avez mis les bouchées doubles, j'ai l'impression, ces derniers temps, non ? Ah oui, alors on a mis vraiment les bouchées doubles pendant l'été, on a sorti pas mal de contenu et puis là on a sorti un épisode où on revient un peu sur les reconstructions et les équipes qui sont un peu en difficulté comme Détroit et les Spurs, les derniers podcasts en date. Ouais, j'ai vu ça. Alors, putain, ouais, Détroit incroyable, hein. Et la série de Ouais. défaites est monstrueuse. J'ai Aïe, aïe, invité aïe. Winston quand il y avait eu 3-4 matchs qui étaient sympas de Détroit. Ouais, au début de saison, C'est là, ça, début de saison, il commence bien 2-1 et puis série de exactement. défaites. Après bon, ils ont eu des blessés, ok, mais ça fait pas tout. Non, non, complètement. Complètement. Et ouais, c'est la purge. Pour l'instant, j'ai des gros doutes quand même sur les Monty Williams. Je sais pas à quel point c'était pertinent de leur part à Détroit de filer à ce point du pouvoir à ce gars-là. Quand je Bah, vois les rotations qu'il propose sur le terrain, des fois je me gratte la tête, je me dis mais c'est quoi ce truc quoi? Bah après, tu vois, c'est lui l'homme qui a le pouvoir, hein, puisqu'au final, quand tu prends les contrats, c'est celui qui a le plus long contrat de toutes les personnes présentes dans l'organigramme. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'il y a le complètement, ouais. propriétaire, il y a lui, et après, tu as des joueurs où tu vas avoir Troy Weaver. Mais au final, il est au-dessus même du GM, puisque son contrat est le plus long, et ils sont allés le chercher, en fait. Il a rien Ouais. demandé, hein, ils sont allés le chercher. Oui, ils voulaient prendre une année sabbatique, je crois, Voilà, c'est ça. Monty Williams, et ils sont allés, ils ont sorti Le chéquier. le chéquier. Et je te dis, ouais, des fois, il y a des rotations du côté des Pistons. Ouais. Je me dis, mais pour moi, il y a un gros problème de coaching quand même, parce que en fait, par exemple, si tu prends l'exemple de Kate Cunningham, Ouais. tu peux pas demander à Kate Cunningham de briller des fois dans dans le contexte dans lequel il se trouve, quoi. Sur le terrain, il y a rien pour lui, en fait. Mm. Il y a pas Bah après, d'espace, il y a rien. c'est peut-être des tests, hein. Au moins, là, ils ont une idée de ce qui marche pas avec Kate Cunningham. Ouais. Reste à savoir ce qui marche, mais au moins, ils savent ce qui marche pas. Bon, en tout cas, il faut écouter votre numéro sur les reconstructions. Tu dis qu'il y avait Détroit et quoi? Et San Antonio. Et San San Antonio. Antonio, on a un peu parlé de la façon dont est utilisé Victor Wembanyama. Enfin, les problématiques de guard play, où est-ce qu'ils en sont dans leur reconstruction au final. Ouais. Toi, où tu te situes par rapport à l'argument de Jérémy Sohan, c'est pas bon, le test au poste de meneur, c'est pourri, il faut mettre autre chose, il faut proposer quelqu'un d'autre. Il y a Trey Jones, c'est lui qu'il faut mettre sur le terrain parce que quand il est sur le terrain, l'efficacité monte en flèche. Qu'est-ce que tu comprends, toi, de ce que est en train de faire le coaching staff et Greg Popovich? Pour moi, c'est une année de test. Alors oui, encore une fois, hein, ils savent qu'ils ont quelque chose qui marche. Mhm. Ben, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'il y a autre chose qui peut marcher. Et je ne sais pas si tu vois un peu le graphique Fuck around, find out. Où Mm, en abscisse, tu as fuck around, tu recherches, et trouver en ordonnée. Et d'accord, plus tu oui. cherches, plus tu cherches dans des combinaisons difficiles, plus tu as potentiellement les choses de trouver ou de savoir quelque chose qui ne marche pas. Donc là, ils sont dans une année de tests où ils font énormément de tests. Ils ont déjà identifié des choses qui fonctionnent. Tant mieux. Ben, ils essayent de faire en sorte que, ils essaient peut-être de forcer les choses pour que d'autres choses fonctionnent. Mais après, je me dis que par rapport à Sohan, alors oui, c'est difficile pour lui et c'est pas, enfin, on parle de quelqu'un qui était l'année dernière plus un joueur qui était proche du cercle dans la raquette, qui là est devenu un meneur de jeu. Et là, on essaye de le faire devenir, tu vois, un peu un meneur de jeu. Mais je trouve que c'est intéressant pour son développement au playmaking, mais ça ne veut pas dire que dans le futur et que dans Tout à fait. la construction ultime de cette équipe-là, que ce sera lui le meneur de jeu. Tout Ce à fait. sera potentiellement il va reprendre peut-être son rôle de point forward, par exemple, avec des skill sets du meneur de jeu. Et quelque chose de ce qui peut être intéressant, c'est que, tu vois, parfois quand tu joues avec des gars, parfois tu comprends pas comment ils font pour ne pas te voir, comment ils font pour ne pas te donner la balle. Tout à fait. Alors que là, en fait, en étant dans les deux rôles,
il peut se dire, ah, ok, là, j'ai manqué le joueur sur ce timing-là. Bah, peut-être que quand, par exemple, moi, je serais de l'autre côté, ben, je serais un peu plus indulgent avec ça, ou je me placerais différemment, puisque en étant le porteur de balle, je me rends compte que c'est pas si évident que ça de voir le mec, tu vois. Donc, je pense que Complètement. c'est quelque chose qui va lui faire peut-être. Alors, c'est peut-être un peu brûler les étapes hein, sur son évolution et le faire quelque chose qui est très, très difficile pour lui. Mais potentiellement, dans le futur, ça pourra peut-être l'aider si, par exemple, il devient un point forward en sortie de banc. Je pense que c'est le moment parfait pour le faire, personnellement, parce que San Antonio n'avait pas vocation à gagner quoi que ce soit cette saison. Alors, Non, effectivement, après, il faut faire attention toujours à l'impact moral euh, sur le moral des joueurs d'enchaîner les défaites il comme est fait, ça. ouais. Ça peut être compliqué à digérer pour ces joueurs. Mais l'expérience avec Sohan, ça me fait penser. Alors, je compare pas, je vais pas comparer Jérémy Sohan à Giannis Antetokounmpo, mais à Giannis Antetokounmpo, si tu regardes son début de carrière à Milwaukee, notamment quand Jason Kidd était coach, Jason Ouais, Kidd lui a confié le ballon très rapidement, quasiment à en faire un point forward, c'est-à-dire ouais. vas-y Giannis, prends la balle, mène le jeu. Fais de la merde sur le terrain, prends les mauvaises décisions, perds les ballons, mais construis-toi une vision, construis-toi une robustesse balle en main quand tu as des pressings défensifs. Et Mhm. tu vois bien que dans son évolution, ça a été déterminant pour en faire le joueur qu'il est aujourd'hui. Ouais. C'est Et une histoire de répétition. voilà, et je pense que Jérémy Sohan, comme tu l'as très bien dit, et c'est ça qui m'énerve quand je vois les critiques des fois sur les réseaux sociaux, en disant Jérémy Sohan, c'est pas un meneur, non, non. Mais c'est pas la question en fait. Non, Vous êtes totalement hors sujet si vous dites ça. non. C'est que vous n'avez pas du tout compris quel est l'objectif. L'objectif, c'est de faire de Jérémy Sohan quelqu'un qui sera capable à terme, à l'avenir, d'avoir des qualités de ball handler et de prendre des bonnes décisions en plus d'un éventuel meneur qui sera lui extrêmement compétent dans ce rôle-là. Mais Mm. le but, c'est pas de faire Jérémy Sohan un meneur de jeu, c'est de développer ses skills, ses qualités de meneur de ballon, de ball handling, pour faire en sorte qu'à l'avenir, ça soit un joueur que tu puisses décemment mettre avec Victor Wembanyama. Enfin, c'est vraiment c'est dire à Jérémy Sohan, on croit en toi à 200%, quoi, tout simplement. C'est ça. Puis potentiellement, c'est quelqu'un que tu pourras avoir, puisque on voit bien avec l'évolution aujourd'hui NBA, on n'a jamais eu des porteurs de balles aussi grands. Mmh. Alors oui, Jeremy Sohan ne deviendra pas le porteur de balle principal, mais potentiellement, ça peut devenir ton porteur de balle dans la seconde unité, C'est par ça, tout exemple. à fait. Ou ça peut être, voilà, ton. Et t'as jamais trop de porteurs de balles en NBA aujourd'hui, c'est Exact, ça la vérité. exact. C'est que tu as besoin d'avoir des joueurs qui savent tenir la balle, qui savent quoi en faire, qui ont une vision du jeu assez développée pour faire circuler le ballon et prendre les bonnes décisions sur le terrain. Et tu vois bien qu'il y a plein de joueurs aujourd'hui dont la progression stagne parce qu'ils sont pas capables de passer ce cap-là. C'est ça, c'est Donc, ça. donc voilà. Écoute, on écoutera ça en tout cas. Dunk Hebdo, chers auditeurs, sachez que c'est un des tout meilleurs podcasts et je vous invite vivement, chaudement à écouter ce podcast où Merci, Tom Josh. participe régulièrement. On va passer, Tom, à nos sujets principaux. On va parler de Boston, des Boston Celtics, qui, après le lifting de l'effectif cet été, qui a notamment vu Kristaps Porzingis et Jrue Holiday débarquer en ville, les Celtics figurent une nouvelle fois parmi les sérieux candidats au titre, on est d'accord avec ça, si ce n'est pas le favori pour soulever le trophée en juin prochain. Le 5 majeur de Boston est le plus dominant de la ligue. Le line-up avec Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Porzingis et Jrue Holiday affiche un net rating de plus 27. C'est le 5 majeur le plus dominant en NBA pour un 5 majeur qui a joué plus de 100 minutes ensemble au compteur. Chose très, très, très amusant, le 5 des Clippers, Harden, Terrence Mann, Leonard, Paul George Zubac est à plus 21,5. Attention, les Clippers, il faut leur laisser du temps. Je dis ça vite fait, petit aparté, mais petit clin d'œil, mais pour dire que les Clippers, faut faire attention de pas trop les juger trop vite, ce que j'ai tendance à faire. Désolé. On peut même dire que l'équipe coachée par Joe Mazzulla a encore une sérieuse marge de manœuvre, une sérieuse marge de progression. Pourquoi ? Parce que les joueurs actuellement sont en train de bosser sur leurs automatismes sur le terrain. Tom,
où est-ce que tu situes les Celtics dans ton classement des équipes qui jouent le titre cette saison à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, pour moi, ils sont juste derrière Denver. D'accord. Ouais, ils sont juste derrière Denver, parce que Denver, il y a beaucoup de certitudes. Là où Boston, il y a des certitudes, mais il y a aussi des questions, notamment à l'intérieur avec notre fil d'Ariane, hein, depuis qu'on a commencé à enregistrer ensemble, notre fil d'Ariane, tous les épisodes qu'on a fait ensemble, on a parlé à un moment donné de Kristaps. Depuis quand il était à Dallas en plus. Hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On en parle. Tu m'as fait des petits clins d'œil des fois d'ailleurs. Par rapport à ça, c'est un de nos joueurs qui nous lit, toi et moi, effectivement. C'est ça. C'est ça. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Porzingis, vite fait, c'est marrant que tu dis ça parce que il est c'est le premier nom qui est affiché dans mes notes. En même temps, je savais que j'allais te parler, donc. Mais ce que je trouve positif côté Porzingis, c'est qu'il confirme son excellente saison aux Wizards l'an passé. Ce que j'attendais de voir, et pour l'instant ça se confirme. Donc c'est tout à son honneur. Je veux dire, il a été, on peut dire qu'il a passé enfin une intersaison libérée de ses blessures à répétition. On voit qu'il a travaillé dur pour retrouver son excellent niveau sur le terrain. C'est lui qui a le Player Efficiency Rating, le PR, le plus élevé de l'effectif. C'est lui qui a également le meilleur box plus minus de l'équipe. Donc c'est un ratio efficacité entre l'attaque et la défense. Il est redoutable au tir, son efficacité au tir est absolument incroyable. Tout ça en acceptant sans broncher d'être la troisième option derrière Tatum et Jaylen Brown. Il y a toujours ce risque de blessure qui est au-dessus de la tête de Porzingis. Et c'est ça qui me fait un peu peur quand je vois cette équipe de Boston qui récolte les fruits de sa présence sur le terrain, mais tout d'un coup, il devient peut-être un peu trop important, je sais pas. Bah après, c'est vrai que Porzingis, c'est toujours une bombe à retardement, surtout que voilà, personne dans l'effectif ne fait ce qu'il fait. Tu vois, Rob Williams, il n'est plus là. Al Horford est vieillissant, et même si Al Horford, il a quand même de beaux restes, il Ah faut oui, quand grave. même éviter, entre guillemets, de trop l'user pour la saison. Donc, en gros, et après, derrière, on se retrouve avec du Luke Cornett, du Lemia Keita. Ouais. Voilà, ce ne sont pas des joueurs vraiment de rotation. Tout à fait. En fait, Porzingis, il a l'avantage d'offrir cette dualité, d'avoir la protection de cercle et du coup, on va dire, qui colle très bien à l'ADN défensif de Boston, et d'avoir ce côté tir à 3 points. Et quand je dis tir à 3 points, c'est qu'il est capable de les mettre, mais qu'il n'hésite pas à les prendre pour du coup libérer l'attaque entre guillemets à en faire à cheval de Boston. Donc c'est un élément très très important qui voilà, encore une fois, c'est ça, les blessures. Mais après je me dis que tu vois depuis quelques années, on voit avec tu vois les Andrew Wiggins il y a 2 ans, on a eu un peu Aaron Gordon l'année dernière, peut-être Porzingis cette année, tu vois, les espèces de hauts choix de draft qui étaient un peu labellisés stars en tout début de carrière, Ouais. qui deviennent des role players pour des équipes qui gagnent le titre. Peut-être que ça pourrait être Porzingis cette année. Peut-être, effectivement, ouais. J'ai toujours des doutes. Enfin, Porzingis, vraiment falloir qu'il m'emmène, que je le suive jusque. Enfin, t'imagines, 4 séries de playoffs. Il faut que je vois ça, en fait. Ouais. Je pense que j'arriverai jamais à être convaincu jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ils remportent leur 4e match en finale NBA. Ouais, toi qui l'as pas fait, toi qui l'as pas fait, tu seras sceptique. Puis ça se comprend. Hein. Ouais. Ouais, c'est un joueur qui a toujours eu des soucis de blessure. Enfin, là encore, il a quelques soucis. Bon, rien de grave, mais bon, encore une fois, c'est une bombe à retardement. On sait jamais. Parce que Là, le fit fonctionne exactement comme pour l'instant, comme c'était pensé quand ils ont fait le trade à l'intersaison. Là, il faudra rester en santé. voilà, je pense que Joe Mazzulla, c'est le joueur parfait pour lui. Je pense que c'est son joueur rêvé. Beaucoup plus qu'un mec comme Rob Williams qui convenait pas parce qu'il savait pas shooter. Là, je pense que Mazzulla, il a l'effectif qui lui semble être le plus adapté à son jeu, clairement. Maintenant, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu vois sur le banc les mecs qui viennent derrière lui, t'as Al Horford, bien évidemment, qui des fois est dans le 5, d'ailleurs, selon les match-up. Après, je sais pas à quel point en playoff, peut-être les Bucks pourraient poser des sérieux problèmes en termes de match-up. Mais après, je pense Miami, que Miami aussi, ouais. Miami, puisque Miami, ils sont quand même grands. En fait, Boston, sur le début de saison, les équipes qui leur ont posé le plus de problèmes, globalement, ça a été Minnesota
et Orlando. Et ce sont des équipes qui ont De deux taille. choses en commun. Mm. La taille, voilà. Comme tu dis, ce sont des équipes qui sont très grandes, entre guillemets, et qui font un peu de bully ball. Ouais, Voilà. Et Miami est un peu dans ce style-là tout à face à fait, Boston. ouais. Alors peut-être qu'avec Porzingis, ça va peut-être changer cette notion de bully ball, puisque Porzingis fait aussi un peu de bully ball et ne se contente plus de shooter au-dessus des joueurs, mais arrive à les enfoncer pour Ouais, permettre d'aérer cette attaque de Boston également et pour permettre de profiter des mismatchs à l'intérieur. Mais c'est vrai que voilà, on a eu un peu quelques alertes sur cette équipe-là, et la peur que j'ai moi avec Boston, c'est qu'ils sont tellement au-dessus de tout le monde, on va dire que ils sont tellement au-dessus de tout le monde dans un contexte de saison régulière que peut-être que c'est une équipe qu'on n'aura pas tellement le temps de voir en difficulté et qui va peut-être être surprise, se faire surprendre peut-être arrivant en playoff où il y aura tout de suite beaucoup de, on va dire, beaucoup de playoff speak directement, quoi. ouais. Mais c'est extrêmement. Enfin, c'est génial que tu dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai noté en préparant cette émission concernant Boston. C'est Ouais. que effectivement, ils sont au-dessus du lot, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à quand même de dégommer les équipes, leurs adversaires. Et Mm. quand ce n'est pas le cas, depuis le début de la saison, là, alors on est encore tôt dans la saison, certes, mais il y a toujours un truc qui me dérange du côté de Boston, c'est leur gestion des fins de match. Et il y a plusieurs Ouais. fois cette saison où ils se sont fait remonter en fin de match, où ils avaient une avance plutôt confortable, et ils se sont fait remonter. Et il y a des choses que je n'aime pas du tout dans cette histoire. D'une, le coaching de Joe Mazzulla, qui a tendance à ne pas prendre de temps mort, à laisser les choses se faire. Mm. Et ce n'est pas que un truc de saison régulière, on l'a vu en playoff l'an dernier, je suis désolé. Donc pour l'instant, c'est pareil, j'ai l'impression que il n'a pas trop amélioré ce truc-là, même si c'est quoi, c'est Sam Cassell qui a rejoint son Charles Lee qui était au Bucks, qui est arrivé cette année. ouais. Donc ils ont étoffé un petit peu son coaching staff autour de lui, mais Mm. il y a un peu plus d'expérience. Mais je trouve qu'il y a toujours deux, trois, enfin, des choses qui se passent des fois où je me dis mais bah, je sais pas, Mm. je comprends pas pourquoi ça se passe pas, pourquoi il prend pas de temps mort à ce moment-là, quoi, et pourquoi il se laisse complètement déborder. Je sais plus quelle rencontre c'était l'autre fois, mais ils se sont pris un run pas possible et j'étais là, mais jamais il prendra un temps mort, Mazzula. Et j'étais Bah, très surpris par ça. Et les deux autres trucs dont on parlera après, si tu veux parler de mhm. Mazzula, enfin, si tu veux, voilà, aborder le cas Mazzula, c'est Jaylen Brown, Ouais, qui pour l'instant fait une saison quand même plutôt mi-figue, mi-raisin, ouais, clairement, ouais. juste après avoir signé un contrat extrêmement riche, 304 millions sur 5 ans. Et si tu regardes ses ratios d'efficacité, c'est pas bon. Il a un ratio négatif en box plus minus. Son PIR, il est pas top non plus. Il a toujours des problèmes de tenue de balle. Il a toujours des problèmes de prise de décision balle en main. Son adresse au tir, c'est pas trop folichon. Je crois qu'il a moins de 35% à 3 points. Mm. Et voilà. Et est-ce que Jason Tatum, on est sûr que c'est le gars de la situation pour les porter en playoff? Si tu regardes pareil dans les stats avancées, Jason Tatum, il est pas parmi, il est en haut, il est dans le top 20, quoi. Mais je sais pas si je crois en Jason Tatum dans sa capacité à passer ce cap pour vraiment devenir le mec qui va asseoir sa volonté sur une série de playoffs. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre, mais Ouais, je vois. C'est la notion d'implacabilité, en un fait. peu, ouais. Là où, voilà, c'est un peu, par exemple, ce que tu peux ressentir quand tu vois un gars comme Devin Booker ou quelque chose comme ça. Après, je pense que là où c'est différent, c'est que Tatum, moi, je suis plus sur le coup, moi, je trouve que Tatum, c'est quelqu'un qui a quand même ce niveau-là. C'est juste que il n'a pas à s'employer tout le temps. Et c'est pour ça que contrairement aux autres, je pense qu'on le voit moins. Et puis Tatum, ce qui est intéressant avec lui, c'est que défensivement, il est bon constamment. Il y a pas une histoire de flash. C'est un plus défensif constamment. Ça doit être peut-être l'un des meilleurs, ça doit être l'un des meilleurs two-way players de la NBA, Jason Tatum. Mmh. Et en fait, même sur le côté attaque, c'est qu'il le fait pas. Enfin, alors, il peut prendre feu de temps en temps, mais il y a moins ce côté implacable que peut avoir par exemple un gars comme Devin Booker ou que peut avoir de temps en temps, tu vois, des gars comme Che, des gars comme ça, en fait, qui peuvent aller dans leur spot pour faire la décision. Mais je trouve que Tatum, il a ça, c'est juste qu'il ne l'utilise pas
peut-être assez, ou du moins, il s'emploie pas encore de cette façon sur le début de la saison. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais, notamment avec par rapport à Jalen Brown. Jalen Brown, alors oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de déficiences sur le début de saison et je trouve qu'il y a les 5-6 premiers matchs, il était vraiment en dedans. Ouais. Depuis 3-4 matchs, ça va un petit peu mieux, notamment sur la National Premier League. Mais en fait, tout ce qu'on avait au début de saison, t'avais l'impression que Jalen Brown, il voulait prouver et qu'il était uniquement dans le mode scoreur. Mm. C'est-à-dire qu'il il s'isolait un peu du collectif et c'était scoring, 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 scoring. Et là, on commence à avoir un petit peu, et je pense que c'est d'ailleurs ça aussi hein, qui leur a coûté les différentes fins de match où, tu vois, Jalen Brown, je me souviens pas c'est quel match où il veut prendre le match à son compte, plusieurs possessions. Je vois très bien de quoi tu veux parler. Tu vois laquelle match je Tout à fait. Voilà, il veut prendre le match à son compte et finalement, voilà, beaucoup de entre guillemets de hero ball. Oui, de déchets. Il a beaucoup de déchets en fait, et c'est un gros problème pour l'instant. C'est ça. Et je pense que voilà, par rapport à la fin de la saison, ça va être des joueurs entre guillemets ces deux-là vont être à surveiller. Mais il faut pas oublier que autour, alors oui, Joe Mazzulla, c'est plutôt un coach qui laisse faire les joueurs entre guillemets, mais autour, tu vois, il y a quand même du Jrue Holiday, il y a quand même Derrick White qui est l'un des meilleurs. Il est incroyable. Derrick White et Porzingis, ce sont les deux joueurs les plus efficaces et les plus impactants de cette équipe des Celtics actuellement. C'est assez fou quand même de se dire ça. Bon, en fait, là, Boston, en fait, l'équation, là où la plupart des équipes, par exemple, si on prend le cas de Denver, ce qu'ils ont fait, entre guillemets, c'est que leur attaque est tellement implacable que ça force l'équipe d'en face à rendre son personnel offensif moins bon pour pouvoir essayer de les contenir. Ouais. Et du coup, ça fait que la défense de Denver s'améliore parce que en face, l'autre équipe ne va pas mettre tout son personnel offensif pour pouvoir attaquer correctement parce que le personnel offensif ne pourra pas défendre. Et en fait, ce que Boston se dit, c'est que leur défense va être tellement forte qu'elle va te forcer à mettre des profils, entre guillemets, très offensifs de ton côté pour pouvoir scorer contre eux. Complètement, ouais. Et ils pourront profiter, eux, de ce côté-là, même si leurs attaquants sont moins implacables, ils pourront profiter du fait que tu as un personnel, entre guillemets, plus faible, entre guillemets, défensivement, pour pouvoir t'attaquer et avoir un rating cohérent. Sachant que Boston, c'est une des toutes meilleures défenses de la ligue, c'est la deuxième meilleure défense de la ligue actuellement. C'est ça. Donc en plus, tu mets pas tes meilleurs joueurs et derrière, tu te cognes une défense de fer, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est perdant-perdant, effectivement. Le seul truc qui me dérange, en fait, avec Boston, j'ai aucun doute sur le fait que Boston, tu vois, parvienne à accrocher la première place à l'Est ou même de toute la ligue, tu vois, qui termine avec le meilleur record à la fin de la saison, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais c'est le type de jeu et l'origine des points de cette équipe qui me pose problème. Je crois que, attends, je vais retrouver le truc. Voilà. 48%, plus de 48% de leurs tentatives de tir, sont des 3 points. Sont des 3 points. Et je trouve ça absolument colossal, en fait, comme chiffre. Et ce qui me dérange beaucoup là-dedans, c'est que si tu as Jalen Brown et Tatum, alors ça peut sembler être un peu anecdotique, mais ils shootent de moins en moins de lancers francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'ils sont de moins en moins dans le jeu en pénétration et à provoquer des fautes dans la raquette. Et les équipes comme ça qui nourrissent la marque d'une manière aussi efficace soit-elle, hein, je veux dire, ils sont ultra efficaces, Boston. Il y a rien à redire là-dessus. Je suis pas en train de remettre. Les joueurs qui prennent les tirs de loin, les joueurs qui prennent les tirs à 3 points, sont des joueurs quand même très efficaces. Tu vois, les Sam Hauser qui est en feu depuis le début de la saison, Horford qui en met, Porzingis qui en met, qui est très propre, Derrick White qui en met, qui est très propre. Et au final, le déchet, il est sur les deux joueurs principaux de la création et peut-être un peu avec Jrue Holiday. Voilà. En effectif field goal, ils sont 4e de la ligue, je crois, Boston. Ouais. Le problème, c'est que quand tes deux joueurs majeurs, comme tu viens de le dire, Tatum et Brown, sont des joueurs qui potentiellement peuvent passer totalement au travers. Et venez pas me dire que c'est pas le cas, puisqu'on a vu ça exactement en playoff la saison passée. Et franchement, s'il n'y avait pas eu quelques contre-performances, potentiellement, c'est les Sixers qui sortaient Boston, quoi. Et moi, si je suis fan de Boston, ça me fait peur que
tout mon jeu, même Porzingis d'une certaine manière, Mhm. mes joueurs principaux soient tous des mecs qui se reposent beaucoup sur le tir. Oui, Le tir oui, de loin ou le tir à mi-distance. je vois Et ce que le tu veux jour dire. où ça marche pas, et en playoff, on sait très bien que quand tu as des défenses qui sont là, que tu vas te les taper au minimum 4 fois consécutives et que tu commences à tomber sur des défenses qui sont élites, le Heat, les Sixers, les Bucks, enfin, on verra à quoi ça ressemble. Pour l'instant, les Bucks, ils n'ont pas une Bon, les défense Bucks, ça va. élite pour le Défensivement, les moment, Bucks, ça va être peut-être un peu cette plus saison. compliqué. Bref, on verra à quoi ça ressemble. Mais quand tu commences à rencontrer des défenses comme ça qui vont avoir le temps de faire du scouting à 200% sur tes joueurs, je sais pas. Ça me Boston reste pour moi un gros point d'interrogation quand même sur leur Ouais, capacité à franchir cette ultime marche. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, je te Ils comprends. sont là, ils sont juste Mm, devant le trophée. Le trophée est à portée de main. T'as l'impression qu'ils ont les mm, doigts dessus. Mais je sais pas pourquoi j'ai encore du mal à me dire qu'ils sont capables d'aller le saisir, quoi. mm. Parce qu'en fait, enfin, globalement, tu vois, Miami a fait 2 finales sur les 4 dernières années. Miami a fait 2 finales, les Bucks en ont fait une, les Celtics en ont fait une. Ouais, et Parce- le hit en a fait 3. Le Heat, ils en ont fait Non, trois. 2. Deux, deux, 2, deux, non, deux. 2 sur les. Ouais. Attends. Sur les 4 dernières. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, sur les 4 dernières, le Heat en a fait deux. C'est les finales Les de Celtics conférence en ont fait une. c'est les Voilà. finales de conférence, pardon. Les Celtics en ont fait une et les Bucks en ont fait une. C'est ça. Et on peut se dire que c'est décevant que les Celtics n'ont fait qu'une finale au final. Complètement. Donc je vois ce qui t'inquiète. Le côté, oui, je vois très bien ce qui t'inquiète, mais après encore une fois, voilà, encore une fois, Tatum et Brown sont quand même des jeunes joueurs par rapport aux joueurs qu'ils ont affrontés en face. Alors oui, ils ont de l'expérience parce que depuis qu'ils sont NBA, ils font les playoffs tous les ans et ils arrivent loin. Voilà, à des niveaux de compétition qui sont très sérieux. Mm. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça aussi qu'on est aussi plus dur, je pense, sur ce qu'on attend de ce type de joueurs-là, parce qu'ils sont dans une classe, entre guillemets, où, voilà, tu es amené à jouer le titre tous les ans, tu te bats contre des joueurs qui vont potentiellement, enfin, comme contre des first ballot Hall of Famer, des Mhm. choses comme ça. Donc, on est dans le gratin, le très haut niveau. Et effectivement, tu vois, qu'on le verra, tant qu'on ne les verra pas faire, ben, on aura quand même l'appréhension qu'ils sont pas capables. Un peu comme c'est arrivé avec Jokic avant l'an dernier. C'est vrai. Mais pour le coup, Jokic avait déjà démontré sa capacité en playoff à élever son niveau de jeu. Et Oui. écoute, il faudra que je réanalyse tout ça de façon beaucoup plus profonde. Mhm. Mais, il faut que je vois que Tatum. J'ai pas l'impression que Tatum, c'est un joueur qui affiche un niveau de jeu supérieur en playoff par rapport à la saison régulière. Je Ah, tu suis, sais. je suis pas Après, certain de ça. faut voir sur l'ensemble des campagnes, mais tu vois, Tatum, il a ses moments en playoff, hein. Tu vois, Oui, oui, non, mais quand je il est dis, Game 6, encore une fois, et puis, qu'on il a ses moments, hein. soit bien d'accord, que Mhm. ça soit bien clair. Je ne dis aucunement, jamais de la vie, que Tatum n'est pas un bon joueur, qui n'a pas eu performé en playoff et ainsi de suite. Mhm. Ce joueur est extrêmement fort, il a performé en playoff, il n'y a aucun souci. Ma question, c'est plus de dire, est-ce que on est sûr que Jason Tatum est un joueur capable d'amener son équipe sur l'étape supérieure. Vraiment de passer ce cap-là. Que Jason Tatum est un joueur absolument formidable, une partie du gratin de la ligue, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Maintenant, est-ce que ce joueur-là est vraiment capable de porter son équipe au-delà? C'est ça ma question, en fait, concernant Tatum. Un peu comme Kevin Durant, tu vois. Kevin Durant, j'ai mis du temps à comprendre que c'est un joueur qui tout seul, qu'en tant que numéro 1 d'une équipe, potentiellement, ça va être compliqué pour lui d'y parvenir. Alors qu'on parle de Kevin Durant quand même, Tom. Mais je pense pas que Durant avait ça en lui. Et que après, Bah, on le après, saura jamais. Il est parti aux Warriors. Donc voilà. Mais grand bien, ça lui a fait un grand bien d'ailleurs de partir aux Warriors, puisqu'au final, il a obtenu, entre guillemets, les récompenses qu'il voulait. Et puis, enfin, c'est vrai que si on peut reprendre la même problématique, tu vois, si on reprend Tatum et Durant,
Ce sont des joueurs qui sont arrivés plutôt en tant que scoreurs. Et de plus en plus, ce qui va faire la différence dans le très très haut niveau, c'est la notion de playmaking. Et on le voit. Hmm, Et tout quand à du fait. coup ton numéro un n'est pas un joueur implacable sur du playmaking, il faut que son scoring soit d'une efficacité, d'une très 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 grande efficacité. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que bah, si par exemple, t'as ton meilleur scoreur qui est Jason Tatum, qui est pas forcément dans le top des créateurs de NBA, même s'il a beaucoup progressé en termes de création depuis son arrivée en NBA, hein, mais que après ton deuxième joueur, c'est pas un joueur créateur non plus, bien au contraire, bah, c'est là où tu as entre guillemets des problèmes dans la construction de ton effectif. Il faut que tu ailles trouver cette création ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Et je regardais les stats de Jason Tatum là, en 2023 en playoff. Il était tout à fait extraordinaire. Alors la finale de conférence, il a vraiment complètement vrillé à 3 points. Hum, Il était à 23% à 3 points, mais voilà. Et tu vois, quelque part, ça touche un peu à ce que j'essayais de dire tout à l'heure. En tout cas, à ma question que j'ai aucune certitude et aucune affirmation à vous sortir là tout de suite maintenant. J'aime pas faire ça et j'essaie d'éviter de le faire. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont tellement dépendants de leur adresse. hum. Alors, tu me diras comme n'importe quel joueur, comme n'importe quelle équipe. Oui, bien évidemment, mais quand le plat de résistance de tes points, c'est du shooting à 3 points ou à mi-distance, voilà, c'est plus problématique pour moi. Oui, puisque enfin, puisque c'est un joueur qui se sert de son scoring pour pouvoir faire du playmaking après. C'est pas un joueur qui va penser playmaking et qui va prendre ce que la défense lui donne. C'est la menace de son scoring qui ouvre en fait les brèches de playmaking. Et c'est sûr que si il met pas dedans, s'il est absent au scoring, ben il y a une réaction au niveau de la défense. Là où il faudra qu'il continue à progresser, c'est comme tu le disais, la capacité à aller chercher des fautes et à se rapprocher du panier. Mhm. Ça, c'est quelque chose sur lequel il travaille depuis 3-4 ans maintenant. Donc, on commence à avoir des effets. Puis Jason Tatum, c'est un joueur qui est beaucoup plus costaud, hein, qui arrive maintenant à aller dans ses spots sans forcément avoir besoin d'écran ou il arrive à mettre un petit coup d'épaule. Après, encore une fois, on en revient sur la problématique de taille et de force physique quand il tombe sur des joueurs qui ont, entre guillemets, qui sont plus forts, qui ont une plus grosse force fonctionnelle. Il faut qu'ils s'emploient un petit peu plus et qu'il faut qu'ils fassent plus de moves. Et du coup, là, il est plus sur, euh, on va dire, la création de séparation plutôt en reculant qu'en avançant. Mais aujourd'hui, tu vois, Jason Tatum, c'est un joueur qui, quand il a un joueur qui est plus petit que lui en face, il a aucun mal à aller l'enfoncer, à se rapprocher du cercle et à limite à pouvoir créer depuis le poste, quoi. Pas Ouais. forcément poster le joueur, mais créer une situation ou attendre qu'on vienne le doubler pour pouvoir enclencher un mouvement, pour avoir un swing, un 3 points dans le coin. Ouais, tout à fait. Écoute, on verra bien en tout cas ce qui se passe du côté de Boston. Cette équipe, elle est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, le 5 majeur est absolument impressionnant. Mhm. Porzingis, Jrue Holiday, Derrick White, Jalen Brown, Tatum, c'est du fort. Il y a du monde derrière aussi. Alors Ford, bon, 37 ans, mais toujours aussi incroyable, capable de switcher sur n'importe quelle position bientôt. C'est assez fou. Euh, Écoute, on verra. Est-ce que tu es inquiet, pour terminer sur Boston, est-ce que tu es inquiet de la production actuelle de Jalen Brown? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou tu penses qu'il est tout à fait capable de rectifier les choses à mesure que la saison avance? Non, je suis pas si inquiet que ça. En fait, le truc avec Jalen Brown, c'est qu'on sait le joueur que c'est. Je pense que les personnes qui attendent que ça devienne un playmaker génial ou que ça devienne un joueur sur balle en main, je pense que ces personnes-là se trompent. Je pense pas que ce sera ce type de joueur-là. Mais il a quand même assez de qualité aujourd'hui pour être bon dans ce qu'il fait. C'est juste qu'il faut qu'il enlève un peu de déchets dans son jeu. Tu vois, par exemple, sur les derniers matchs, alors pas Chicago, mais le match juste avant, il y avait pas mal je crois Chicago aussi. Il y avait pas mal de choses, tu vois, par exemple, sur les cuts avec Horford où Ouais. le joueur il est bien servi, il profite des cuts et tout ça. Il y avait moins de Jalen Brown qui attaque de façon frontale. Donc peut-être que c'est ça aussi. Après, c'est face aux Bulls, j'ai envie de te dire. Les Bulls, Bon, on va en parler juste après, mais bon, tu me fais un gros match face aux Bulls, je suis pas impressionné, quoi. mais oui, Je oui. veux dire, Mais tu vois, pour moi, il y a, ça m'apprend pas énormément de choses.
si ce n'est il est toujours capable. Enfin, il nous a déjà prouvé qu'il était capable Mhm. d'être un joueur absolument saisissant et de très très haut niveau. C'est juste que là, pour l'instant, ça se passe pas du tout, quoi. Mhm. Franchement, en bossant sur cette émission, je savais très bien que j'allais tomber sur des stats de Jalen Brown qui étaient pas à son avantage. J'étais loin de m'imaginer qu'il était sur des ratios négatifs en termes de stats avancées, quoi, en termes d'efficacité. Je voyais pas ça comme ça, personnellement. Je suis assez surpris quand même Mhm. que ça perdure comme ça et que voilà. Et je me dis le pari de Boston de lui. Enfin, Boston avait rien d'autre à faire que de faire ça, bien évidemment, que de lui offrir son contrat. Je veux dire, bien évidemment que tu gardes ce gars-là. Mhm. Surtout après avoir fait les finales en 2022. Je veux dire, c'était il y a un an, quoi. Donc, tu poursuis l'aventure, bien évidemment. Mais ouais, je sais pas. Je sais, il y a plein, ce duo, Tatum Brown, du côté de Boston, c'est une des histoires ces dernières années qui m'arrache, sur laquelle je m'arrache le plus la tête, quoi. Les cheveux. Pardon. Ça m'interroge vraiment beaucoup, quoi. Eh ben écoute, hein, on va dire que tu as encore le temps, je pense, tu vas peut-être avoir peut-être 1 an ou 2 ans où ils seront encore ensemble, puisque je pense pas que ça va perdurer longtemps à cause des problématiques financières, Ouais. d'avoir deux sur d'aussi gros contrats et d'avoir une équipe autour, puisque voilà, il faut pas se leurrer, c'est l'équipe de Jason Tatum et si entre guillemets Jalen Brown 6 mois à Jason Tatum que le package que les Celtics peuvent recevoir pour un joueur comme Jalen Brown, puisque c'est quand même un joueur qui a une position à l'aile qui est très recherchée en NBA. Et je pense qu'il y a des équipes, malgré son contrat, qui seront intéressées pour le récupérer, tout simplement parce qu'il y a des équipes qui n'attirent personne. Et d'avoir un joueur de ce calibre qui n'est pas un joueur calibre NBA, mais qui est quand même un All-Star, de récupérer un All-Star qui est sur un long contrat de 4-5 ans, ben, tu as des équipes, des petits marchés ou des équipes peut-être comme Indiana ou des choses comme ça qui, sur le marché, ne trouveront pas un joueur de ce niveau-là. Même s'ils peuvent lui proposer un tel contrat, elles ne trouveront pas un joueur de ce niveau-là. Donc, tu as des équipes comme ça qui pourraient être intéressées par récupérer le contrat en voyant le contrat comme une chose positive, en se disant que voilà, on a ce joueur-là, on a potentiellement un joueur en NBA dans notre équipe, ben, on peut récupérer un joueur, entre guillemets, All-Star pour aller à côté de lui et on l'a pendant longtemps. Tout à fait. Eh ben, écoute, on verra ce que nous réservent les Celtics pour la suite de la saison. Euh, de toute façon. Soyez Oui, optimiste, quand même premier. Hein. ouais, Il y a beaucoup plus voilà. de positifs que de négatifs. Hein. Exactement, exactement. C'est juste que en fait, c'est toujours marrant ces débats des équipes qui jouent le titre, les contenders, parce que ça se joue vraiment sur des détails, C'est micro-détails même. ouais, sur des trucs qui sont, ça, c'est assez fou, quoi. Et c'est tellement dur d'aller gagner un titre NBA, c'est tellement Un pff, lay-up un lay-up de Derrick White c'est ça, ouais. au buzzer, Tatum qui se fait la cheville, Ça tient à rien. la tête, des trucs Ça comme tient ça. à Quoi. rien, jamais. Ouais. On va parler justement des Bulls, tiens. On parlait Ouais. des Bulls, on va parler des Bulls. Les Bulls qui, en 2021, avaient réalisé le transfert pour faire venir Nikola Vucevic à la date limite des transferts, donc. Mhm. C'était le signe d'une volonté de Chicago de s'installer parmi l'élite de la conférence Est, du moins de jouer le haut du tableau. Hein, l'élite, on va peut-être pas abuser, mais au moins jouer le haut du tableau, quoi. Voilà. Et C'est puis qualifié au depuis, playoff. ouais, voilà, ouais. Et depuis, enfin, voilà, se qualifier en playoff sans serrer des dents, quoi. Ce qui n'est Mhm. pas le cas. Et donc, voilà. Donc, depuis, tous les plans sont tombés à l'eau. Il y a eu bien évidemment la blessure de Lonzo Ball qui ne saurait toutefois expliquer les contre-performances qui s'accumulent pour cette équipe. Il y a également eu le choix de Patrick Williams, dont j'ai été un des fervents défenseurs depuis qu'il est entré dans la ligue, hein, en 4e position de la draft 2020. Ouais. Ce qui a été très critiqué à l'époque, moi j'étais persuadé que ce mec-là avait un profil. Je sais pas où je me situe avec Patrick Williams. Cette équipe de Chicago est tellement décevante. Mais la draft 2020, t'as Maxi en 21e choix, Haliburton en 12e choix, Desmond Bain en 30. Desmond Bain en 30, Devin Vassell en 11. Donc voilà, il y avait quand même des sacrés Il y a quand morceaux même à Wiseman choisir. devant lui aussi. Hein. Oui, non, bah, on peut, la draft 2020, on peut faire toutes les équipes qui se sont foirées, hein. Il y a La pas de, draft Covid, après c'était il y a aussi pas la de problème. particularité de cette draft-là où C'est vrai.
il y avait très peu d'éléments et voilà quoi. Enfin, le Covid, c'était assez particulier à cette période de l'année. Puis, il y a eu des bons coups, mais il y a eu aussi beaucoup de mauvaises expériences, malheureusement. C'est vrai. Et puis bah voilà, l'an dernier, Zach LaVine avait déjà exprimé son exaspération face à l'inaptitude de cette équipe, sans exiger publiquement son transfert. Aujourd'hui, il y a des rumeurs incessantes autour de lui. Je pense qu'il va partir de cette équipe s'ils arrivent à trouver preneur. Mm. Et c'est là où je voulais, c'est pour ça que je voulais parler des Bulls avec toi, parce que quelque part, bizarrement, Zach LaVine n'est pas le joueur le plus intéressant du côté de Chicago, parce que il a un salaire absolument mirobolant avec une option joueur en 2027 à près de 49 millions de dollars, ce qui est énorme, surtout si tu prends en considération son passif de blessure. À côté de lui, tu as son coéquipier Demar DeRozan, qui est quand même un vétéran, mais dont le contrat expire à la fin de la saison, et on sait très bien que ces contrats-là ont toujours un intérêt particulier pour certaines équipes, parce que ça permet de vider ensuite, de faire de la place dans le salary cap pour pour l'intersaison suivante. Et puis t'as encore mieux que tout ça, t'as Alex Caruso qui gagne moins de 10 millions d'euros cette saison, pareil la saison prochaine. Tout ça, c'est pas entièrement. En plus, ce sont des montants qui ne sont pas entièrement garantis. Oui. Et c'est probablement, à mes yeux, aujourd'hui, le joueur le plus intéressant de cet effectif des Bulls, du moins si tu te places du point de vue des contenders, parce que pour l'instant, les rumeurs de transfert, c'est Zach LaVine aux Lakers, Zach LaVine aux Sixers, ou je ne sais où. Et on va se concentrer sur Zach LaVine et Alex Caruso pour cette simple et bonne raison. Je vais te poser cette question-là, Tom. Si demain tu dois choisir entre faire venir, admettons, enfin n'importe quelle équipe, tu choisis de faire venir Zach LaVine ou Alex Caruso dans ton équipe. C'est lequel des joueurs tu prends? Franchement, ça dépend qui je suis. Par exemple, si je suis Détroit, d'accord, je prends Zach LaVine. Ok, pas con. Je suis pas un con. contender. Bravo. Si je suis un contender, je vais chercher Caruso, clairement, puisque Caruso, c'est plus, en fait, ce qui est intéressant avec Caruso, c'est le côté plug and play, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut intégrer une rotation de playoff Tout à fait. sans, voilà, qui peut rentrer en tant que 5, 6, 7, 8e homme, par exemple, dans une rotation de playoff. Là où Zach LaVine, va falloir lui créer la place et l'environnement, puisque Zach LaVine, si tu l'insères dans ton équipe et dans ta rotation, ça va être au minimum ton 3e, voire 2e meilleur joueur. Donc, ce sont des joueurs pour lesquels tu dois quand même aménager des choses. Et la particularité de Zach LaVine, et ce qui est aussi problématique pour lui, c'est que il a un profil très offensif. C'est quelqu'un qui a progressé un peu sur la défense on-ball. Donc, quand il a le joueur de lui avec la balle. Par contre, qui est très mauvais sur la défense loin du ballon. Ouais. Et que toutes les équipes aujourd'hui, quand tu regardes le haut du tableau, elles ont déjà un profil à risque défensivement sur le backcourt. Donc lui, c'est en plus quelque chose de particulier avec son profil, c'est que c'est un joueur qui est important, mais il y a une notion de fit qui va être quand même importante pour son profil parce que il faut pouvoir défendre le point d'attaque sur ton backcourt. Donc au final, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est facile d'intégrer Zach LaVine. Là où Alex Caruso, tu peux l'intégrer un petit peu partout parce que c'est un joueur qui va être peut-être plus important dans l'optique d'aller chercher un titre dans un rôle mineur, mais qui est moins bon que Zach LaVine d'un point de vue très sec. Si tu fais un placement des meilleurs joueurs de NBA, Zach LaVine, il est au-dessus d'Alex Caruso. Complètement. Sauf que quand tu vois les noms des équipes qui aujourd'hui tournent autour de Zach LaVine, les deux principales étant les Sixers, qui selon c'était Casey Johnson de NBC Sports qui avait rapporté le fait que les Sixers avaient des discussions internes par rapport à Zach LaVine pour le faire venir ou non. Sauf que quand tu vois les compensations que tu dois donner pour le faire venir, c'est absolument colossal. Les Lakers, comme toujours, et je pense qu'ils sont dans les conversations pour tous les mecs qui traînent dans la ligue, c'est pas possible. Alors c'est pareil, on dit oui, pourquoi pas les Lakers, mais quand tu regardes ce qu'ils devraient donner en échange pour le faire venir, pareil, pour moi, ça tient pas la route, quoi. Après, pour le coup, les Lakers, ils en ont plus besoin. Hein. Parce qu'offensivement, il va falloir quand même permettre à LeBron de se reposer un peu. Hein, quoi. Voilà, sauf que ça ressemble à quoi? Alors,
il y a nos amis là de Basket Session qui avaient fait une idée de transfert aux Lakers en prenant en considération le salary cap. Et Mhm. ils avaient un transfert qui ressemblait à ça, avec Zach LaVine et Torrey Craig qui partaient à Los Angeles, et Chicago qui récupérait D'Angelo Russell, Jalen Hood, Chifino, Rui Hachimura, Taurean Prince et des compensations de draft. Sachant que les Mhm. compensations de draft du côté des Lakers, ça commence à être vraiment compliqué, quoi. Euh, je sais pas. Je sais pas ce qui. Sachant que, pareil, autre précision à donner qui est importante, parce que cette idée de transfert de basket session, c'est une chose, mais dans tous les retours, dans tous les articles pertinents sur Mhm. la question impliquant les Lakers qui s'intéressent à Zach LaVine, tous disent bien que les Bulls, le premier truc qu'ils vont demander en échange de Zach LaVine, c'est Austin Reeves. Et ils en ont Oui. rien à péter de D'Angelo Russell ou de je ne sais qui d'autre. Ils veulent Mhm. Austin Reeves dans le deal. Donc bon, ça me semble quand même très compromis. Et en fait, je voulais aussi parler de ça parce que ça me semble hallucinant qu'aujourd'hui, Zach LaVine soit à un stade de sa carrière où potentiellement, ça va être le purgatoire du début à la fin, quoi. Et ce mec-là, je vois pas quand est-ce qu'il aura l'opportunité de jouer dans une équipe, dans une bonne équipe, s'il l'aura un jour, en fait. Après, c'est un joueur qui, tu vois, c'est un joueur qui, quand même, a montré tout au long de sa carrière une certaine, on va dire, il s'est battu face à l'adversité. C'est vrai. Si on reprend, tu vois, à l'université, il est arrivé, il était à l'UCLA avec Kyle Anderson, Jordan Adams, Norman Powell d'ailleurs, et Tony Parker, l'intérieur Tony Parker. Et il est arrivé, c'était le plus gros prospect de l'effectif. Pourtant, il sortait du banc. Il s'est fait, la saison s'est faite, c'est lui qui a été drafté le plus haut. Ensuite, il arrive à Minnesota, il a pris du mal, il a eu du mal à s'intégrer puisque les prospects qui sont passés devant lui, c'était il y avait déjà Shabazz Mohamed à l'époque, et ensuite c'était Andrew Ah la Wiggins. vache. Ouais. Eh ben oui. Oh la vache, ouais, grave, je me souviens tellement. Le mec qui est hors et, de la ligue, quoi. ben oui. Et après il y avait Andrew Wiggins et lui était un peu mis de côté. Il est arrivé à Chicago dans le cadre du transfert de Jimmy Butler. Il a montré des choses, mais bon, il s'était blessé, il a montré des choses, et il a dû aller chercher un contrat à Sacramento que les Bulls ont matché. Donc, d'un point de vue adversité, c'est quand même quelqu'un qui a, au fur et à mesure, tu vois, il a des étapes, des épreuves, machin, et tu vois, quand il a signé le contrat à Sacramento, il s'est dit, mais ça fait beaucoup pour Zach LaVine, il n'a pas prouvé grand-chose, et 2 saisons après, c'était l'un des meilleurs contrats de la NBA. Et C'est là, il vrai. arrive sur une autre étape où il a signé un contrat énorme, il n'a jamais prouvé à la hauteur de ce contrat-là, et on se demande, est-ce qu'il va pouvoir gagner un jour? Au moins là, il a pu faire les playoffs avec, c'est avec, il y a 2 ans. C'est ça, Ils ont fait les exactement, ouais. playoffs. Là, ils étaient à un max trousse de potentiellement faire les playoffs la saison dernière. Et finalement, Miami fait le run et eux, ils rentrent à la maison. Mais voilà, c'est un joueur qui, je trouve, au fur et à mesure qu'il y a eu des étapes dans sa carrière et qui a toujours progressé. Donc, je trouve qu'on devrait potentiellement lui laisser le bénéfice du doute. Alors, je ne dis pas que Zach LaVine va devenir un top 10 NBA demain, mais je pense que c'est un joueur qui peut encore progresser si ses problèmes de blessure sont derrière lui, puisque c'est un joueur qui est quand même fort sur le scoring. C'est quelqu'un qui est assez dynamique, notamment d'un point de vue tir où il est plutôt bon dans la diversité des tirs qu'il peut prendre. Il peut prendre du pull-up, il peut se créer son propre tir, il peut prendre du catch and shoot également, il peut prendre des tirs en sortie d'écran. Et c'est quand même quelqu'un qui garde une forte gravité au cercle. Donc, c'est un bon cocktail, je trouve, pour le joueur qui est Zach LaVine. Après, il faut voir qui peut être intéressé par ce type de profil-là. Moi, tu vois, je ne verrais pas les Lakers. Je verrais peut-être plus deux équipes, soit Sacramento, soit Orlando, globalement. Alors, Sacramento, pourquoi? Parce que on est dans une équipe qui est déjà très offensive, avec un jeu huilé. Et du coup, je trouve que Zach LaVine apporterait vraiment ce côté implacable, tu vois. Alors Oui, oui, je oui, vois. avec Kevin Huerter, mais Zach LaVine, c'est pas Kevin Huerter, tu vois. Le côté implacabilité avec Fox, qui est aussi, comme tu en as parlé la semaine dernière, hein, un monstre au scoring. Mais Ouais. encore une fois, il y a le côté défensif qui pose problème, notamment avec Sabonis. Donc, ça te donnerait 3 joueurs sur tes 3 joueurs majeurs, pas vraiment de gros défenseurs, même si Fox est capable de faire certaines choses. Et après, de Orlando, puisque Orlando qui a un problème entre guillemets, de création de tir. En dehors de Cole Anthony et de Paolo Banchero et Franz Wagner, la création de tir à Orlando, c'est très, très, très compliqué. Et du coup, bon, ils arrivent à gagner comme ça aujourd'hui.
mais pas sûr qu'il puisse continuer comme ça en année plus, puisque Jalen Suggs, il a beaucoup progressé sur le côté défensif. Il met des tirs depuis le début de la saison, mais c'est pas quelqu'un qui est fort pour s'en créer. Là où Zach LaVine ajoute vraiment ce côté dynamisme et il serait Ouais, dans un, il serait on va dire dans un organigramme où enfin, à côté de lui, il y a pas mal de défenseurs qui peuvent entre guillemets le cacher, puis ça reste un joueur athlétique. Et après, la grosse question, c'est que veut Chicago? Que veut le front office de c'est Chicago? ça. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Est-ce C'est ça. que Karnisovas, il veut faire table rase et simplement se séparer du contrat? Dans ce cas-là, il va chercher un contrat expirant pour matcher Zach LaVine et utiliser potentiellement son cap space pour récupérer des assets après? Ou est-ce qu'ils veulent faire un peu comme ils avaient fait pour Jimmy Butler, là, ils avaient appelé ça le retooling on the fly, Ouais. building on the fly, Gar Pax Gar Forman et Paxton. Et ils vont récupérer des joueurs qui potentiellement peuvent quand même matcher et donner un sens à avoir une équipe qui fait sens, tu vois, même si elle est moins bonne, quoi. Donc c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Tout à fait. C'est vrai que la stratégie des Bulls n'est pas claire parce que C'est ça. une fois que t'as envoyé Zach LaVine ailleurs, il te reste DeRozan. Et DeRozan, c'est lui que tu viens de payer. je l'ai dit tout à l'heure, DeRozan, son contrat se termine à la fin de la saison, mais pas Vucevic qui a un contrat qui dure jusqu'en 2025-2026. Euh, donc voilà, il faut que tu saches à peu près quoi faire et qu'est-ce que tu veux faire. Zach Lavine, effectivement, c'est assez fou de se dire que ce joueur-là, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il ait du talent, mais il y a tellement de, il faut que tu le mettes dans un cadre qui le permette de mettre en avant ses qualités et d'effacer ses défauts. Il a des défauts qui sont quand même assez plombants, surtout si tu es une équipe qui espère aller loin. Orlando, je suis pas foncièrement convaincu que une équipe comme Orlando devrait faire venir Zach LaVine. Pourquoi? Parce que Zach LaVine est trop loin dans sa carrière pour venir casser ce qui est en train de se passer à Orlando maintenant. Pour moi, Orlando a autre chose à faire que d'aller mettre 50 millions dans un mec, filer 50 millions à un mec comme Zach LaVine. Clairement. Parce que je vois pas où est l'intérêt pour Orlando d'essayer de brûler les étapes dans leur évolution. Peut-être que je me trompe, mais parce que toi, tu le sais mieux que quiconque. On sait jamais quand est-ce que il y a un jour la vie elle est belle, Ouais. l'avenir est prometteur, et puis tout d'un coup c'est le purgatoire quoi. Ouais, exactement. Tu sais jamais quand est-ce que la fenêtre elle s'ouvre en réalité et quand est-ce qu'elle est la vitesse à laquelle elle peut se refermer. C'est Après, c'est vrai, ça. une équipe qu'on n'a pas mentionnée, peut-être Miami, par exemple. Alors Miami, qu'est-ce qu'ils iraient faire avec Zach LaVine, Miami? Bah, Quand t'as un mec qui s'appelle Tyler Hero qui est exactement le même profil. c'est pas exactement le même profil puisque tu vois, Tyler Hero, il va moins au cercle. Ouais. Il va moins il est moins dans la provocation, de ça, et il est beaucoup moins implacable. Et puis Tyler Hero, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus de moves pour pouvoir être dangereux. Ouais, le problème pour Miami tout de suite, hein, je t'arrête, mais tout de suite pour moi le problème de Miami, c'est que non seulement faudrait filer Tyler Hero dans l'histoire, mais il faudrait qu'il file probablement Rami Raquez, dont on va parler tout à l'heure. Je veux dire, Chicago va pas rester là les bras croisés en disant bah vas-y, filez-nous, on vous file Zach LaVine, mais on récolte rien derrière. Et Bah, là, tout après, d'un tu vois, coup, tu te retrouves encore une avec fois, des ça choix dépend. compliqués. Encore une fois, tu vois, ça dépend ce qu'ils veulent. Puisque en NBA, faut pas oublier, tous les acteurs ne sont pas forcément rationnels parce que ils ne, Mmh, ils n'ont pas les mêmes prérogatives, tu vois. tout à fait. Tu as tout à fait raison. Donc, je sais pas trop. Et pour moi, l'équipe, enfin voilà, après, comme tu disais tout à l'heure, tu as des équipes comme les Pistons, mais bon, là, tu, tu proposes à Zach LaVine de repartir dans un truc absolument catastrophique. Tu as soulevé un point, le point qui est déterminant dans toute cette histoire, c'est ça. C'est qu'est-ce que veulent faire les Bulls? C'est ça. C'est quoi leur objectif en fait? Est-ce C'est que ça. c'est de faire la braderie, de récupérer le maximum de pics de draft, éventuellement des jeunes talents, et de repartir à zéro? Et je pense que c'est ce qu'ils devraient faire, clairement.
de tout vendre, quitte à pas revendre à perte, mais quitte à pas récupérer. Quand tu vois le transfert qu'il y a eu avec Orlando, par exemple, pour faire venir Vucevic, bon, pour Orlando, ça a donné Wagner, Franz Wagner et Wendell Carter Jr., qui est devenu un excellent, une excellente pièce de cet effectif, quoi. Et Jet Howard. Ouais. Donc, je sais pas, c'est ça. Les Bulls, je sais vraiment pas. C'est illisible leur stratégie pour l'instant. Et là, j'ai hâte de voir si d'ici la date limite de transfert, ils vont prendre des décisions, quoi. Et pour moi, Alex Caruso, pour le coup, est un joueur qui peut vraiment faire bouger les lignes, notamment si jamais les Sixers arrivaient à récupérer ce mec-là d'une façon ou d'une autre. Je pense que pour les Sixers, pour moi, ça les mettrait dans une autre dimension, tu penses? En tout cas, je sais pas si je les mettrais dans la même phrase que Boston, parce que Boston est clairement pour moi une tête au-dessus de tout le monde, et je pense pas que ça changerait ça. Mais alors, dans un face-à-face avec Milwaukee, ouais. Je pense que ça les mettrait complètement au même niveau que Milwaukee dans mon estime, dans la course à l'Est. J'aurais beaucoup plus de difficultés à départager le Heat, les Bucks et les Sixers. C'est vrai que Caruso, tu vois, il a ce petit quelque chose qui... alors déjà, c'est quelqu'un qui s'irait bien à Nick Nurse, puisque c'est quelqu'un qui est élite sur le playmaking défensif. Hein. On l'a vu encore hier soir avec des interceptions clés. C'est quelqu'un qui défend du poste 1 à 4, qui est très malléable défensivement, qui peut aussi te permettre de protéger Tyrese Maxey, hein, puisque Maxey aussi, lui, va être potentiellement mis au révélateur des playoffs en tant que premier initiateur. Et est-ce qu'il sera capable de ne pas se faire trop chasser sur les mismatchs qu'on va arriver dans les shoots des playoffs. Mais c'est vrai que voilà, Alex Caruso, c'est un joueur qui vraiment peut faire la différence pour une équipe qui est déjà bien placée, qui est bien armée. Par exemple, tu vois, Denver, par exemple. Tu vois, une équipe comme Denver qui tu mets Caruso à Denver, mais laisse tomber. Voilà, qui va jouer le rôle de Bruce Brown. Ça peut être intéressant. Les Sixers ont le capital, ont les assets en termes de draft et de talent et de joueurs pour faire le deal. Denver, potentiellement, peut trouver également un terrain d'entente. Je pense que c'est possible. Il faudrait que je regarde les pics de draft des Nuggets. Mais après, encore une fois, ça dépend des Bulls. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois, parce que peut-être que, entre guillemets, on va dire que d'un point de vue théorique, Philadelphie a des pics de draft. Mais est-ce que les Karnisovas, par exemple, qui vient de Denver, est-ce que lui, il aimerait pas peut-être un joueur que lui a scouté déjà, qu'il a scouté, drafté par Denver, qui est quelque part, pour lui donner une autre chance? Tu parles d'un mec comme Julian Strother, par exemple, à Denver, qui pourrait... Il n'était pas encore là, mais tu vois, Karnisovas, quand il était à Denver, il doit rester qui de l'époque Karnisovas? Il doit pas rester Zeke Nnaji. Ouais. Bon, normalement, il va pas tomber, il va pas être amoureux de Zeke Nnaji à ce point. Mais surtout qu'il est extrêmement décevant, Zeke Nnaji, pour le coup, putain la vache. Mec, il est pas un peu décevant, quoi, cette saison. Non, mais dans le sens où tu vois, autant t'as des GM qui vont préférer l'incertitude d'un pick de draft, aussi bon ou mauvais soit-il, autant t'as d'autres GM qui vont préférer un joueur qu'ils ont scouté ou qu'ils ont apprécié il y a un an, pour faire un peu comme ce que Détroit a fait, hein, une seconde draft d'un joueur que tu avais bien aimé dans le processus de draft. Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris ce que tu veux dire. Ouais. Puisque au final, peut-être que le choix de draft que tu vas récupérer de Philly, ben, tu seras même plus en place pour pouvoir l'utiliser. Tout à fait. Non, mais je pense qu'il va falloir... Je pense que... On n'en sait rien du tout. Mais je pense que Chicago, idéalement, va chercher le truc que tout le monde cherche, c'est un jeune talent et des pics de draft. Voilà. Et Denver est équipé en la matière, pour le coup. S'ils pensent à un moment ou à un autre que ça peut faire bouger les lignes, que ça peut leur garantir quelque chose, pourquoi pas.
Mais je suis pas sûr que Denver soit prêt à faire un pressing tout terrain. Alors je regarde les pics de draft de Denver, ils ont leur premier tour en 2024 et leur second tour. Ils n'ont que leur second tour en 2025. En 2026, ils ont les deux. Ensuite, on passe directement en 2028 où ils ont que leur premier tour de draft. 2029, ils ont que leur second tour et 2030, ils ont les deux, premier et second tour. Donc de choix de draft. Ou sinon, donc, tu vois, ça peut ils ont encore Denver a les moyens de négocier clairement sur un dossier pareil, quoi. Et les Sixers aussi. Voilà, faut voir ce que cherche, faut voir ce que cherche Chicago. Pour terminer sur Chicago, avant de partir sur mon petit chouchou du moment, DeMar DeRozan, un petit mot sur lui. Lui, c'est pareil, c'est un crève-cœur un peu tout ça, quoi. Entre son départ de Toronto, qui enchaîne sur un titre dans la foulée, et après le mec, il arrive à Chicago, ça se passe bien, et puis finalement, le voilà, là, il arrive non seulement en fin de carrière, et en plus, que faire, quoi. Ça va peut-être être un joueur aussi à surveiller à la deadline, hein, puisque visiblement, il devrait pas continuer à Chicago l'année prochaine. Non, ça c'est à peu près sûr. Voilà, il est en fin de contrat. Donc, et c'est sûr que Chicago va essayer de s'en débarrasser, de récupérer quelque chose, puisque sinon il récupère rien du tout. C'est ça. Ou le front office est complètement nul. Il faut virer tout le monde dans ces cas-là, j'ai envie de te dire. C'est dommage. Et puis, et même dans l'ensemble, tu vois, c'est triste un peu, puisque, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine, là, le fameux Hackett Drummond, là, pour le point à virage, pour le in-season tournament qui justement a permis entre guillemets, à Boston de se qualifier pour ça. Bah, tu vois, lui aussi, il était un peu dans un peu les gens qui se plaignaient de, oui, que c'est pas, entre guillemets, ce sont pas les règles, les unwritten rules de la NBA, voilà, que voilà, t'es déjà à plus 29, tu vas pas faire faute pour machin, le point à virage et tout ça, quoi. C'était pas très sportif. Donc, tu vois, DeMar DeRozan, je sais pas. Je pense que c'est quand même un joueur qui peut être revitalisé si il arrive dans une autre équipe. Après, encore une fois, hein, c'est toujours la même histoire. Hein. Qui va alors, quelle équipe pourrait vouloir DeMar DeRozan en contrat finissant? Alors, c'est quelqu'un qui est quand même intéressant, mais qui a aussi ses limitations sur du jeu de playoff. Et quand tu vois une équipe qui est au milieu de la ligue, je pense pas qu'elle va faire le move de récupérer DeMar DeRozan. Complètement. Et DeMar DeRozan aujourd'hui, c'est son prochain contrat, c'est soit il accepte un gros sacrifice financier pour jouer quelque chose, pour jouer le titre, soit il signe encore un contrat juteux, mais ça sera, je pense pas que ça sera avec un contender, clairement. Surtout avec la nouvelle convention collective qui rentre en considération, enfin qui va s'appliquer de plus en plus là. Ce qui serait marrant, enfin je dis ça, ce qui serait marrant, enfin pour moi, c'est que genre que les Warriors envoient Chris Paul pour le récupérer. Ça me ferait rire ça. Ça serait cruel. Ça me ferait rire. Je suis pas sûr qu'ils vont faire ça, les Warriors. Je pense pas qu'ils le feront, mais ça me ferait rire qu'ils le fassent, puisque je trouve qu'il y a quand même un fit naturel. Les Warriors ont quand même une problématique de création de tir en dehors de Steph Curry. Ouais. Clay prend la sélection de tir de Klay Thompson, encore une fois, cette saison, c'est très compliqué pour lui, et ça fait un peu de mal, hein. Sur la vase. Ouais. Ça fait mal de voir Klay comme ça. Mais après, tu te dis, ramener DeMar DeRozan, il n'y a pas de spacing. Parce qu'au final, il peut être ton entre guillemets, ton backup de seconde unit. Il peut être ton meneur de seconde unit, hein. Il a le playmaking pour. C'est vrai. On verra ça. En tout cas, Chicago, clairement, cette équipe, alors pas elle personnellement, mais avec les joueurs de son effectif, elle peut venir un peu changer la donne en cours de saison ou à la mi-saison. Il faudra suivre ça de près. Toutes ces rumeurs, tous ces joueurs qui vont potentiellement bouger. Voilà, et c'est vrai que Lavine, Caruso et DeRozan, c'est vraiment des joueurs qui, selon où ils tombent, pourraient être des éléments qui changent la donne pour certaines équipes. On verra ça. On va terminer. Alors, je t'ai pas parlé des Grizzlies finalement, parce que tout à l'heure on s'est emballé sur vos sujets de Dunk Hebdo, et je
Et voilà, on a parlé on a parlé de Détroit et des Spurs, mais pas des Grizzlies. Donc, on va parler vite fait de Rami Raquez Jr., le rookie de Heat. Et après, avant de terminer l'émission, on parlera des Grizzlies, si tu veux bien. Rami Raquez, rookie qui fait sensation ces dernières semaines en NBA, surnommé Juan Wick, en référence au personnage de Keanu Reeves dans la saga John Wick. Ce joueur sorti de UCLA où il a fait ses 4 ans de cursus universitaire a réussi à intégrer le plus naturellement du monde la rotation d'Eric Spoelstra. Comment? Avec une énergie débordante sur le terrain, un sens du jeu digne d'un vétéran des deux côtés du terrain. Il a commencé la saison doucement, avec 10-15 minutes de jeu en moyenne. Et depuis une dizaine de matchs, il s'est complètement affirmé comme un des meilleurs rookies de la ligue, derrière Victor Wembanyama et Chet Holmgren. Ses stats avancées, sans être incroyables, sont presque toutes à l'équilibre. Et on peut parier sur le fait qu'avec un peu plus de temps de jeu et d'expérience, ces chiffres devraient grimper naturellement. Vite fait, les 10 derniers matchs, il est à plus de quasiment 55% au tir, 50% à 3 points, 89% au lancer franc. Il a 5 rebonds quasiment, 3 passes quasiment en moyenne. J'adore ce joueur. J'adore ce joueur. Voilà. Je voulais juste en parler. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. C'est la fin du podcast. Ciao. Salut, toi. Top. On arrête tout. Non, mais j'adore Rami Raquez. J'adore. Ouais, c'est un super joueur. Comme tu dis, depuis à peu près 7-8 matchs, il a commencé à montrer impression. Et puis ça coïncide justement à la blessure de Tyler Hero à la cheville contre Memphis. Qui est retombé sur le pied de Jaren Jackson Jr. Et puis on l'a beaucoup plus vu depuis, Rami Raquez. Et je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant puisque il peut entre guillemets se substituer au meneur de jeu, c'est-à-dire que de temps en temps, par exemple, hier dans le match d'hier, quand Kyle Lowry sort pour sa 5e faute au milieu du 3e, c'est lui qui reprend la main entre guillemets. Et c'est aussi un très bon joueur de complément qui est, même s'il n'est pas trop au départ des actions, mais tu vois, c'est quelqu'un qui est très fort sur l'attaque de close-out. C'est-à-dire qu'une fois que ton décalage est déjà créé, c'est un joueur qui est très bon pour soit conclure les actions, soit amplifier les décalages par du mouvement. Donc, par exemple, on parle de l'attaque de close-out, c'est quelqu'un qui est très bon pour, une fois qu'il pénètre dans la raquette, se stopper. C'est quelqu'un qui n'est jamais rushé vraiment, c'est soit se stopper, il va trouver une passe à l'opposé. C'est quelqu'un qui maîtrise aussi déjà pas mal la notion de relocation. Ah ouais. C'est-à-dire que le ballon, il va attaquer le close-out, il va rentrer dans l'axe. Ben, s'il finit pas, il fait une passe, ben, il va ressortir. Il va se repositionner immédiatement. Voilà, se repositionner pour être disponible au cas où il y a un autre kick-out pour pouvoir punir l'attaque. Et c'est aussi quelqu'un qui est plutôt bon sur le jeu arrêté, notamment parce c'est quelqu'un qui a une très bonne force fonctionnelle et qui arrive à aller dans ses spots en déplacement. Alors, c'est pas un gars hyper musclé, hein, mais tu sens que c'est un gars qui a de la force et qui bouge les joueurs un peu à la manière de Josh Hart. Ouais, tout à fait. Ouais. Les joueurs, en fait, pour aller dans ces endroits préférentiels et qui arrive du coup, notamment par exemple sur le jeu au poste, c'est quelqu'un qui est très bon pour prendre les décisions au poste quand il a la balle en main, mais aussi très fort pour trouver les cuts dans le dos de la défense. Donc franchement, il a un très bon skill set de role player et potentiellement on peut en attendre plus avec ce qu'il apporte potentiellement balle en main. Ouais, si tu regardes sur ses stats toutes les 100 possessions, il serait à 22 points de moyenne, 7 rebonds, 5 passes quasiment. C'est des stats très très encourageantes pour Miami qui a vraiment tapé sur enfin, c'est inespéré en fait de tomber sur un mec comme ça, étant donné que après toute la déception autour du recrutement qui n'a pas eu lieu de Damian Lillard et tout ça. Ouais. Voilà, le fait que encore une fois le Heat, il y a toujours des blessures qui viennent brouiller leur saison et c'est drôle parce que Rami Raquez n'avait pas forcément. Enfin, j'avais vu plusieurs articles quand même qui étaient plutôt enthousiastes le concernant, mais pas forcément à ce niveau-là. Et c'est marrant parce que certaines faiblesses qui étaient perçues, enfin certaines de ces compartiments de jeu qui étaient perçus comme des faiblesses, notamment le shoot, finalement non quoi, ça se passe carrément bien et il a une présence sur le terrain moi qui me fascine. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Je serais incapable de poser des mots là-dessus, mais pour moi je suis complètement comment dire,
captivé, Enfin, il est dans la l'ADN, captivé, quoi. il est dans la l'ADN du 8. Tu vois, il est dans la Oui, l'ADN c'est du vrai. 8, ce genre-là. Enfin, enfin, alors, si, comment dire, il est dans le bon moule, en fait. Ouais, C'est-à-dire que voilà, c'est un joueur qui peu de déchets, très intelligent, qui n'en fait pas trop, qui défensivement est solide, c'est-à-dire il respecte les assignements défensifs. Alors, ça va pas être un formidable playmaker défensif comme peuvent l'être des gars comme Jimmy Butler ou comme pouvait l'être à un moment ah ouais, Victor Oladipo, Gabe Vincent l'année dernière. Mais c'est quelqu'un qui est toujours en fait, qui est bien positionné et qui sait pourquoi il est positionné à cet endroit-là. tout Tu à vois, fait, t'as des joueurs qui, par exemple, qui se positionnent à un endroit parce que c'est ce que le système de vente demande, mais ils savent pas pourquoi. Mais complètement. lui, tu vois, il s'ajuste et tout ça. Et même sur le plan offensif, c'est quelqu'un qui, dans le timing, par exemple, de ses cuts, qui, globalement, sait se faire voir. C'est-à-dire que le timing, au moment où il déclenche sa course pour les cuts, ben c'est quand le joueur va lever la tête, va voir l'action, tu n'as aucun autre choix que de lui donner le ballon, en fait. Donc, voilà, c'est un joueur qui est parfait pour le système du 8, quoi. C'est un joueur qui est coachable, qui suit les systèmes et qui a même un peu de créativité pour en faire plus. Donc, c'est vraiment, on est vraiment parti sur quelqu'un qui risque d'être un role player plus plus. La, la seule difficulté par rapport à lui, c'est qu'aujourd'hui, il peut se permettre de faire ça parce qu'il y a quand même pas mal de talent autour de lui. Tout à fait. Est-ce que quand le talent va disparaître, il sera capable du coup d'en faire plus et de rester quand même un role player efficace, ou du coup il va être obligé de muter sur un autre type de joueur qui fait des choses totalement différentes, et là du coup on verra toutes ces déficiences. Fais attention, on va pas critiquer Rami maintenant, hein. Sinon, moi je sais où t'habites, hein, Tom. J'arrive chez toi et ça va se passer. Tu laisses mon petit chouchou tranquille. En tout cas, voilà. Franchement, les auditeurs, regardez le dernier match là de Miami qui a été joué l'année dernière. Là, c'était absolument génialissime. Ça donne un bon exemple face à De ce Indiana. Ça, qu'il est capable de faire, ouais, ça ça c'est donne un Indiana. bon exemple de ce qu'il est capable de faire. Et du kiff, quoi, du kiff qu'est ce joueur, quoi. Tu vois, la fin de match, elle est géniale. T'es là, wouh, Après Rami, bon, la Rami. défense Mais d'Indiana, tu arrêtes, mais tu vois, t'as vu comment t'es toujours là à pinailler là sur des détails là. C'est pas possible. Qui a invité cette personne? Merde, c'est moi. Tom, on va terminer le podcast. Donc avec un mot sur les Grizzlies. Première victoire à domicile la nuit dernière face à Utah. en Là, décembre, ouais. Quasi en décembre la première victoire à domicile. t'as vu, je suis pas allé te chercher là-dessus, hein. L'attaque Ouais, est anémique, les blessures s'enchaînent. Ma première question, tu vas essayer de répondre assez rapidement aux questions que je te pose, d'accord? oui. Voilà. J'ai 3 questions sur les 3 joueurs majeurs de ton équipe. Desmond Bane, est-ce que tu n'es pas un peu déçu par sa production? J'ai l'impression qu'il n'a pas fait le saut que certains attendaient. Moi, j'attendais plus de lui et j'ai l'impression que pour l'instant, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce que tu es déçu qu'il ne l'a pas fait déjà? Qu'est-ce que tu dirais sur Desmond Bane? Moi, je pense qu'il a fait un gros travail. Moi, je pense qu'il a fait un gros travail. C'est que globalement, il a dû faire muter son jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui a le rôle de Ja Morant et qui essaie de tout faire. Sauf que c'est pas son style principal. Ouais, Et je pense qu'au retour de Ja Morant, on verra un Desmond Bane encore meilleur que l'an dernier, en fait. Moi, il a déjà fait il a déjà passé le step. C'est juste que ce qu'on lui demande de faire aujourd'hui, c'est trop difficile. Et tu vois, par exemple, ouais, c'est un gars c'est lui qui fait le drive and kick. Sauf que normalement, c'est lui qui est censé prendre le tir quand le ballon est kické. ouais. Alors oui, il y a un peu de déception par rapport au volume qui est un peu en baisse. Et puis, il a quelques blessures au niveau de la cheville. Mais je trouve il doit faire tellement de pull-up. C'est lui qui doit créer quasiment tout. Hmm. Et il ne bénéficie d'aucun spacing. Que Ouais, je trouve c'est que, vrai. enfin, globalement, C'est vrai qu'il y a un quand Ja Morant, contexte. Il y a un contexte. ouais, il y a tout le contexte en fait qui joue. Donc pour moi, il a déjà passé un palier dans la diversité de types de tirs qu'il est capable de prendre aujourd'hui, notamment sa capacité à attaquer le cercle et à finir. Mais là où on peut être déçu, c'est vraiment sa capacité à créer une fois qu'il a drivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il drive, ne le fait essentiellement que pour scorer et il n'y a pas de passing qui est débloqué sur les drives pour D'accord. Desmond Bane.
Jaren Jackson Jr., est-ce qu'il n'y a pas des limites qui sont en train d'apparaître dans son jeu ou est-ce que, comme tu viens de le dire très justement par rapport à Desmond Bain, c'est une question de contexte? J'ai l'impression que Jaren Jackson Jr., pareil, moi, enfin, il est sorti quand même d'une campagne à la Coupe du Monde qui était très décevante. Mhm. Euh, Toujours pas de rebond. Enfin, on voit qu'il a besoin d'un mec typiquement comme Steven Adams, qui est peut-être le mec parfait finalement à mettre à côté de lui. Mais il a besoin d'avoir un gars comme ça. Euh, T'es toujours. Enfin, il y a des limites qui apparaissent ou pas selon toi dans son jeu? Bah, toujours les mêmes limites hein, Oui. pour Jaren Jackson. Après, quand tu cherches autant le contre, bah, c'est sûr que c'est plus difficile d'après de récupérer le rebond, même si t'as dévié le ballon, quoi. Donc, c'est vrai que pour le rebond, tant qu'il est aussi agressif sur les contres et la dissuasion à l'intérieur de la raquette, c'est quelqu'un qui va peiner à prendre beaucoup de rebonds. Et c'est pour ça que un joueur comme Bismack Biyombo a fait énormément de bien, parce que Bien sûr. avec Tillman, Jaren Jackson prenait un petit peu plus de rebonds, mais du coup, la défense n'était pas bonne. Ouais. Avec Biyombo, la défense est un peu meilleure, mais du coup, Jaren Jackson peut un peu moins de rebonds. Après, là Je crois que la où défense intérieure dans la raquette, en tout cas de Memphis, c'est la première de toute la ligue. Malgré le fait qu'il soit au fin fond du classement de la conférence Ouest, ça mm, reste élite et Jared Jackson est typiquement au centre de l'équation, quoi. c'est ça. Après, là où il y a de la déception pour Jaren Jackson, c'est la capacité à se créer ses tirs de Mm. lui-même. Alors, c'est un joueur qui est un joueur un peu brutal, entre guillemets. C'est un joueur qui va beaucoup au contact pour se créer ses tirs. Et le fait qu'il y ait zéro spacing, ben, c'est quelqu'un qui lâche son dribble trop tôt et part trop loin du panier pour finir. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve beaucoup à devoir tenter des tirs en bout de course puisqu'il n'est pas servi dans les meilleures positions quand il ne doit pas se créer son tir. Donc c'est vrai que moi, de mon côté, il y a une petite déception sur le côté offensif où c'est quelqu'un qui n'est pas encore assez bon pour se créer son tir de lui-même ou pour aller dans ses spots et finir de façon efficace. Ouais. Et pour terminer, le retour de Ja Morant qui est prévu le 19 décembre face aux Pelicans. Est-ce que ça changera quelque chose pour Memphis cette saison ou est-ce que c'est trop tard pour toi? Est-ce que la saison aujourd'hui de Memphis, elle est récupérable ou pas? Voilà. Que devrait faire Euh, Memphis en fait une fois que Ja Morant revient? Est-ce- Bah, de jouer, pour moi, il devrait jouer tout à fond, hein, puisque même Ouais, si globalement, passer un tour de playoff, ça semble fini actuellement. Je pense que le seul moyen où Memphis arrive à arriver en playoff d'ici la fin de saison, c'est via le play-in et encore, puisqu'il y a quand même pas mal d'écarts. Après, il y a d'autres équipes qui peuvent avoir des blessés, donc on sait jamais hein, ce qui peut se passer. Ça peut se blesser devant. Memphis peut enchaîner une série de victoires. Parce qu'on sait que généralement, les mois de janvier, février, Memphis enchaîne toujours une dizaine, peut-être des séries de 7, 8 victoires consécutives. Donc, faut voir ce qui se passe au retour de Ja Morant. Mais je trouve que Memphis doit jouer la saison parce que ils ont fait il y a eu pas mal de choses qui ont été faites à l'intersaison, du coup, pour construire l'effectif autour de Ja Morant. Bah, donc, du coup, là, ils vont pouvoir savoir bah, si ceux qui pensaient faire autour de Ja Morant, est-ce que ça fonctionne? Et si ça fonctionne pas, comment ils arrivent à réajuster? Puisque voilà, hein, il y a plus de entre guillemets, il y a plus de Tyus Jones, il y a plus de meneur bien backup. sûr. Ouais. Il y a, il y a alors si il y a comment dire, il y a plus de Steven Adams pour l'instant en tout cas. Il y a plus de Brandon Clark non plus pour l'instant. Donc voilà, c'est une équipe qui est totalement différente, qui est faite pour le jeu en drive and kick. Mhm. Sauf que aujourd'hui, les shooters ne mettent pas dedans. Donc, faut voir. Et il n'y a pas de drive, vraiment, puisque en dehors de Desmond Bain qui fait du drive, c'est là où on voit vraiment le gros manque au niveau de Ja Morant, c'est que Memphis est, notamment sur la génération, les dunks, Memphis est l'une des pires équipes de la ligue sur les dunks. Mhm. Memphis est l'une des pires de la ligue, équipes de la ligue sur les lay-ups, tout simplement parce que personne n'arrive à prendre l'intervalle et Memphis ne fait même plus d'alley-oop. Les alley-oop qu'on pouvait voir souvent à foison avec Ja Morant, Zaire Williams, Brandon Clark, tout ça, c'est plus là. C'est plus là. Ouais. En tout cas, j'espère pour toi que ça va s'améliorer, que pourquoi pas Memphis fasse quelques coups d'éclat une fois que Tu penses Morant que la revient. saison est finie, toi? Tu penses que Non, c'est finito, finito? non, non, je pense pas que c'est finito finito. Après, je me demande si il est, étant donné l'état des troupes, Ouais. avec Steven Adams, il est absent pour la saison, on est d'accord.
Oui, oui. C'est le Madame pour la saison. Brandon Clark qui va revenir, mais c'est pareil, faut pas trop, Ça va être ric-rac, pas ouais. falloir trop lui en demander cette saison. Oui. Étant donné le contexte général, je pense que Memphis devrait essayer de continuer, d'essayer de continuer à bâtir cette identité qui est la leur, réajuster en fonction des gens qui sont partis. Je pense notamment à un mec comme Dylan Brooks qui est en train qui fait des très bonnes choses aux Rockets. Mhm. Et on voit bien que malgré toutes les critiques qui ont pu être lancées à son encontre, on voit que c'est quand même un joueur qui, d'un point de vue dans la culture d'un vestiaire, est quand même importante. Bref, voilà. Donc essayer de retrouver un petit peu, faire un peu, se sonder un petit peu qui on est en fait à Memphis. On est qui, et que Ja Morant profite des mois qui vont suivre. Pour prouver qu'il est capable d'être le leader de cette équipe, que lui, Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane construisent ce trio qui, pour moi, est un des meilleurs trios de toute la ligue. Mais là, aujourd'hui, ils ont beaucoup à prouver. Et pour moi, cette saison, si tu dois retirer quelque chose de positif de cette saison côté Memphis, ça va être le fait que ces trois gars-là, sans compter tout le reste de ce qui se passe autour d'eux, que ces trois gars-là arrivent à se construire sur les matchs qui vont qui vont pouvoir jouer ensemble jusqu'à la fin de la saison. Et que cette fondation qu'ils vont construire sur les derniers mois, sur les dernières semaines de la saison, ça puisse leur servir ensuite pour faire un rebond énorme la saison prochaine. Voilà ce que je pense. Après, en termes d'ambition, playoff, tout ça, je pense pas que ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien d'aller se cramer inutilement, à faire jouer les gars 42 minutes pour essayer de participer au play-in, quoi. Tu te détends, tu t'assois, tu te poses un peu et tu essaies de construire quelque chose. Tu essaies d'avoir un objectif, voilà, de construire plutôt des fondations plutôt que d'essayer de courir sur une ligne. De tout faire pour cette année, quoi. Voilà, c'est pour cette année, complètement, ouais. En fait, pour moi, cette saison doit bâtir la saison prochaine. Ok, je vois ce que tu veux dire. Doit construire les fondations de la saison prochaine. Voilà. Voilà ce que je pense. Mais voilà. Sinon, la conférence Ouest, c'est trop impardonnable. Donc après, c'est vrai que c'est ça la difficulté des blessures, c'est que non seulement tu as des blessés, mais tu as beaucoup de blessés au même poste. Ouais. Ça se trouve, on va se reparler fin mars et on parlera des Grizzlies qui ont accroché la 8e place et puis voilà. Tu vois, ça se trouve. Et qui sait, hein, qui sait, on sait pas, tu vois. Memphis a déjà fait des Ils vont nous faire une finale de conférence. 13 victoires, des choses comme ça. Hein. On verra. Mais c'est vrai que Ja Morant, il est censé revenir du coup dans 8 matchs. Moi, au début de saison, je m'étais dit, si Memphis est à 8-17, quand Ja Morant revient, c'est jouable. Là, je pense que l'équipe sera à 5-20, quoi. Ouais. Et c'est pas la même histoire. Non, c'est pas la même histoire. histoire. Parce qu'il y a non seulement toi, tu es plus loin que ce que tu as pensé, et il y a aussi qui est devant, puisque les équipes qui étaient censées être, entre guillemets, dans la même fourchette que Memphis, globalement, quand on reprend les prévisions de l'intersaison, c'était Minnesota, mais Minnesota est loin devant déjà. Dallas est loin devant, même si eux aussi, ils ont leurs problèmes. Oui, si on regarde le classement, ils sont à 4 matchs des Warriors qui sont la dernière place du play-in, qui sont en 10e position. C'est 9-10 Golden State, et eux, ils sont à 4-13. 4 victoires, 13 défaites. Donc, ils sont pas loin. Hein. Oui, mais certes, ils sont pas loin, mais ils ont pas encore fini de creuser le trou. Non, ils ont pas fini de creuser le trou. Mais ce que je veux dire, c'est que devant, il n'y a pas non plus un écart qui paraît complètement insurmontable, et qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui ont... qui freinent un peu, quoi. Je pense aux Rockets qui sont redescendus dans le classement. Je pense aux Pelicans. Alors, Pelicans, c'est peut-être une des équipes qui va monter, que je vois monter le plus. Encore une fois, si Zion et Brandon Ingram restent en bonne santé, mais avec le retour de CJ McCollum et de Trey Murphy, je pense que ça peut vite remonter, quoi. On verra, on va voir ça. Merci. On verra bien. Merci en tout cas, Tom, de m'avoir accompagné. C'était cool de te retrouver.
Moi aussi, content de passer ce moment avec toi. Écoute, Joachim, et puis avec plaisir, on fait ça quand tu veux. Yes, avec grand plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Alors logiquement, j'aurai mes amis Adria et Vincent, les auteurs du bouquin NBA All-Star Names, qui vont revenir me faire un petit coucou dans le podcast. On va échanger, on va rigoler, on va passer un bon moment. Voilà, écoute, je leur passerai le message avec plaisir. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Salut!